Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et président de la prestigieuse commission des finances de l'Assemblée nationale, à Guillaume Tabar, éditorialiste politique au Figaro. Bonsoir, monsieur Coquerel. J'ai dit une bêtise, je sens que vous sourcillez quand vous arrivez. J'ai pas encore dit de bêtise. Pas du tout. J'ai cru que j'avais dit une bêtise. Bonsoir, messieurs, soyez les bienvenus. C'est la première fois qu'on vous retrouve face à face un dimanche soir sur BFM. Vous connaissez évidemment depuis longtemps Guillaume Tabar, fin analyste de la vie politique. Éric Coquerel, je le disais, vous êtes l'insoumis le plus puissant de France, peut-être, après Jean-Luc Mélenchon, évidemment, depuis la présidence de la commission des finances. Je suppose, Éric Coquerel, que vous avez lu cet article ce matin qui vous est consacré chez nos confrères de la Tribune Dimanche. On va en dire un mot, si vous voulez bien. Dans la Tribune Dimanche, sur vous, et c'est un article sur vous et vos relations avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, dites-vous, Éric Coquerel, c'est le pote qu'il me reste. Je lui dois tout. On apprend aussi que c'est vous qui l'auriez poussé à aller chercher les voix des quartiers populaires en 2017, à se rendre à la manifestation contre l'islamophobie en 2019. Vous dites de lui, il a un sixième sens, il sent les choses, il les devine, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Est-ce qu'il faut comprendre de ces mots que, quoi qu'il fasse ou quoi qu'il dise, vous serez toujours le premier des mélenchonistes? Bon, pas quoi qu'il fasse, mais en l'occurrence, comme je le connais bien, effectivement, pas depuis si longtemps que ça. Il y a des gens qui le connaissent un peu plus longtemps. En fait, moi, je l'ai découvert en 2003, Jean-Luc Mélenchon. Je sortais du chevènementisme et lui était encore au Parti socialiste. Et après le traumatisme de 2002, et c'est là qu'on a commencé à faire un chemin ensemble qui s'est accru à partir de fin 2008, quand on a créé le Parti de gauche. Mais j'ai assez confiance en lui pour savoir que... je le connais assez pour savoir qu'il ne fera rien qui puisse faire en sorte que je m'éloigne de lui. Voilà. C'est-à-dire que on partage la même idée d'une république sociale, d'une souveraineté, d'une transformation sociale et écologique, et puis de la volonté pour cette gauche que nous représentons, qui est la gauche de rupture, de gouverner le pays. Je dis ça parce que très souvent on nous dit il y a les forces, il y a la gauche gouvernementale et puis les insoumis. Nous, on veut gouverner et c'est ce qu'on essaye de construire et bâtir depuis fin 2008 et je pense qu'on peut y arriver. Guillaume Tabar, est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut présider la France, gouverner la France? Est-ce qu'il est l'homme qui peut conduire la gauche à l'Élysée? Évidemment, avant de présider la France, il faut déjà remporter une élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon s'est déjà présenté 2 fois. Il n'est jamais arrivé à son tour. Il dit souvent que ça s'est joué à très peu. Et c'est vrai qu'il a obtenu près de 22% la dernière fois, mais il ne s'est quand même jamais qualifié au second tour. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il a cette capacité de se qualifier au second tour de la présidentielle et de la gagner? Quand on voit tous les sondages actuellement, vous allez me dire que les sondages sont à prendre avec beaucoup de pincettes, mais malgré tout, ils disent que c'est de toutes les personnalités de gauche celui qui ferait le plus mauvais score, notamment face à Jordan Bardella ou Marine Le Pen, au point que Pierre Moscovici, qui était sur une chaîne concurrente à midi, a dit que finalement Jean-Luc Mélenchon c'était le meilleur allié du Rassemblement national, parce qu'au moins avec lui candidat, on était sûr que le RN soit élu. Écoutez, je vais vous répondre parce que manifestement le jamais 203 et la troisième fois est la bonne. C'est quelque chose d'assez courant dans la Ve République. Il y a eu François Mitterrand, il y a eu Jacques Chirac. Et vous remarquerez que pour les 2 hommes, on donnait pas cher de leur peau quelques mois avant. François Mitterrand, on expliquait qu'il fallait absolument que ça soit Michel Rocard, je me souviens très bien, jusqu'à ce qu'il l'emporte en interne dans le Parti socialiste. Et alors Jacques Chirac, c'était, je veux dire, quand il s'est présenté avant que tout d'un coup il ait une autre image face à Balladur, personne ne pensait qu'il allait devenir président de la République. Donc ça déjà, pour moi, c'est plutôt un élément assez rassurant, même si évidemment ça ne vaut pas analyse politique. Bon, sur la deuxième chose, oui, ce que j'allais vous dire. Jamais 203 en termes d'argument politique. Marine Le Pen, pas tout en haut de l'échelle. Moi, je vous parle de Jean-Luc Mélenchon et je vous parle, là en l'occurrence, je vous parle de candidats précédents qui n'étaient pas à l'extrême droite. Donc la deuxième chose, c'est que les sondages, vous l'avez dit, pour l'instant, je m'en méfie beaucoup. Ce que je sais, c'est que dans les sondages, quels que soient les sondages, la personnalité de gauche capable d'aller au 2e tour, pour l'instant, il n'y en a pas d'autre. On est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que vous pouvez regarder les résultats. Alors, il y a certains sondages où Raphaël Glucksmann, par exemple... Oui, il date un peu et pour l'instant... il n'empêche qu'à chaque fois... Il date un peu. Moi, je remarque une chose, c'est que si je regarde les sondages 1 an et demi avant une présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, on est effectivement plus bas que ce qu'il a fait. Oui, voilà, mais c'est pareil. Voilà, donc ça c'est la première chose. Alors, si on est au 2e tour, comme je crois largement possible, est-ce qu'on sera décroché, comme le disent les sondages? J'en crois pas un mot. Voilà, je vous le dis très clairement. Je pense que le 2e tour serait une autre élection. Et quant aux sondages,
Je vous rappelle que jusqu'à 19h55, le 7 juillet dernier, le Rassemblement national était donné vainqueur des législatives. Puis après, il y a eu le résultat des urnes. Et ça n'a pas été ça. Et bien, je pense que ça sera la même chose si on affrontait le Rassemblement national au deuxième tour des élections. Mais alors, effectivement, mettons de côté, ou en tout cas, relativisons les sondages, mais prenons l'analyse du paysage politique. Notamment lors de la dernière présidentielle ou des dernières législatives, vous aviez quand même l'ensemble des formations de gauche qui, même s'ils n'étaient pas fadas de Mélenchon, acceptaient de le soutenir, parfois dès le premier tour. C'est ce qui explique le score de Benoît Hamon, par exemple, ou d'Anne Hidalgo la dernière fois, qui a permis à ce que Jean-Luc Mélenchon soit un vote utile. Depuis, quand même, au sein même de la gauche, au sein même de l'électorat de gauche, certains disent maintenant, Mélenchon, plus jamais. Pourquoi un Mélenchon avec un plus jamais aujourd'hui venant de la gauche ferait mieux qu'un Mélenchon où toute la gauche était prête à le soutenir la dernière fois? Alors Guillaume Tabar, je vous reprends parce qu'en fait sur les élections présidentielles, il y a eu toujours à peu près les mêmes concurrences en face de nous. Il y a eu un concurrent du PS à chaque fois. Je remarque qu'au fur et à mesure des années, il a baissé. Benoît Hamon, c'était 6 et quelques, je crois. Et Anne Hidalgo, 1,75. Et Anne Hidalgo, moins de 2. Bon, il y a toujours eu un candidat écologiste. La nouveauté, ça c'est vrai, je dois l'admettre, c'est le candidat communiste, qui à mon avis d'ailleurs nous a coûté le deuxième tour la dernière fois, parce que pour le coup, l'électorat communiste, à chaque fois qu'on a été allié, a été entièrement, c'est entièrement porté sur Jean-Luc Mélenchon, lié aux consignes du Parti communiste. Là, la dernière fois, c'est vrai que Fabien Roussel s'est présenté et que très certainement les 2% qui nous ont manqué étaient là. Mais sinon, on a toujours eu des candidats de gauche en face de nous, donc ça ne change rien. Oui, mais précisément, ma question ne portait pas sur la concurrence du reste de la gauche, mais sur le fait que Jean-Luc Mélenchon, y compris au sein de l'électorat de gauche, était devenu maintenant une sorte d'épouvantail. Quand on prend là aussi les mesures, vous savez, les mesures du rejet, il arrive assez haut. Il est plus haut en termes de rejet qu'il n'était il y a 4 ans. Ouais, c'est pas ce que j'ai lu dans les derniers sondages, mais qu'importe. Et en plus, certainement, le classement, selon que vous soyez 10e ou 15e, enfin qu'importe, des fois ça se joue à un point, qui est la marge d'erreur entre. Mais il est quand même plus rejeté qu'avant. Bah, écoutez, je regarde la manière dont par exemple, on imagine les résultats d'un François Hollande, par exemple. Excusez-moi, mais j'ai l'impression que Jean-Luc Mélenchon a plus de perspectives d'avenir que François Hollande. Donc non, je lis pas ça dans les sondages. Et encore une fois, je le redis aussi, je remarque que les critiques que nous pouvions recevoir, Jean-Luc Mélenchon, il les reçoit pour nous, donc c'est pour ça que je ne personnalise pas spécialement avant des présidentielles. Vous savez, la dernière présidentielle, c'était aussi assez dur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, après on ait envoyé un régiment de policiers pour perquisitionner notre local, si vous vous souvenez, les polémiques étaient assez fortes. Ça ne nous a pas empêché d'atteindre presque le deuxième tour. Donc moi, je pense qu'il en sera de même. Pourquoi ? Parce que je crois que la gauche que nous incarnons, la gauche de rupture, le programme de rupture, c'est le seul finalement capable d'aller au deuxième tour et de l'emporter face au Rassemblement national. Guillaume Tabar. Et qu'à un moment donné, c'est ça qui pèsera dans les urnes. J'essaye d'oublier la stratégie électorale, les sondages qui valent ce qu'ils valent à 16 mois d'une élection présidentielle. Mais qu'est-ce qui, pour vous, Guillaume, fait que Jean-Luc Mélenchon ne pourrait pas séduire au second tour 50,01% des Français et donc une partie des autres, je ne vais pas vous demander sur les électeurs de droite, mais pourquoi il ne pourrait pas faire le plein pour vous à gauche? On parle de quoi? On parle de La République c'est moi, on parle du caractère de Jean-Luc Mélenchon, on parle de son programme, on parle de quoi? C'est pas qu'une question de caractère, parce que bien sûr, La République c'est moi. D'abord, on pourrait faire l'exégèse de cette phrase. Après tout, un élu de La République, il n'était pas totalement infondé. Non, mais je tiens à le dire, il n'était pas infondé à dire ça. Une question de caractère, bien sûr, ça compte. On a un président de la République, on a besoin qu'il soit équilibré dans son tempérament, qu'il soit maître de lui-même. Face à Trump, il faut mieux avoir quelqu'un de caractère, oui. Exactement. Mais donc, c'est ça que ne mettons pas de côté ce caractère parfois éruptif de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qui a changé? Il y a un événement quand même qui s'est passé entre la dernière présidentielle et aujourd'hui. Ça a été le 7 octobre. Et plus exactement, les réactions au 7 octobre et le fait que, y compris une fois encore au sein de la gauche, certains ont trouvé que l'attitude de Jean-Luc Mélenchon ou des Insoumis était insuffisante dans la condamnation du Hamas, trop excessive dans les ambiguïtés entre la condamnation du gouvernement Netanyahou et la condamnation plus globale de ce qu'était Israël. Et même certains vont jusqu'à lui reprocher, au sein même de la gauche, une fois encore, c'est pas quelqu'un de l'extrême droite qui dit ça, au sein même de la gauche, lui reproche de flirter avec l'antisémitisme. Donc il y a quand même ce durcissement à l'égard de la figure de Jean-Luc Mélenchon et plus globalement des Insoumis, qui fait qu'aujourd'hui, l'image de
de fédérateur que Jean-Luc Mélenchon a pu avoir ou feindre d'avoir me paraît aujourd'hui clairement moins forte qu'avant. Oui, ça, on refait l'histoire, parce que l'image de fédérateur, encore une fois, elle n'est venue, elle a été admise que au cours des campagnes présidentielles. Au départ, on parlait de... Moi, je me rappelle, on disait Jean-Luc Mélenchon, c'est le bruit, la fureur, l'image. Mais ça, c'est du tempérament. Non, mais oui, mais le tempérament. Sur Mais les même sur le fond ambiguïtés de la politique. France insoumise après Maintenant, le 7 octobre. sur la question du 7 octobre, la manière dont nous sommes attaqués, c'est la manière dont ont été attaquées toutes les gauches de rupture et radicales dans le monde depuis quelques années. Donc on connaît le type d'attaque. Bon. Donc c'est à nous d'y répondre. Moi, je pense que les critiques que vous évoquez, qui en réalité sont des critiques sur notre positionnement par rapport à la politique menée par M. Netanyahou et l'État d'Israël vis-à-vis des Palestiniens, je ne pense pas qu'elles aient le même rejet dans l'opinion publique que dans une certaine sphère politique. C'est-à-dire le fait de dire que il faudrait que les massacres et le processus génocidaire arrêtent, et le fait de dire que cette histoire fait le malheur des deux peuples, parce que je pense que ça fera le malheur aussi des Israéliens à terme, la politique de Netanyahou. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut peut-être nous reprocher parmi ceux qui reprennent finalement les argumentaires de M. Netanyahou, qui a du poids, qui a de la propagande. Israël a beaucoup de propagande, mais en l'occurrence, je ne crois pas que ça ait le même impact dans l'opinion publique française. Donc on verra bien au moment des élections. Et puis on verra, parce que les élections, attendez, je vous le dis aussi, ça permet, et vous le savez, l'élection présidentielle, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est plus seulement un échange, un tir d'artillerie, de critiques et autres. C'est que le candidat peut s'expliquer. Et vous avez vu que Jean-Luc Mélenchon, l'autre jour, vous l'avez retransmis ici en direct, quand il a pu s'expliquer devant la commission d'enquête sur le fond, pendant pendant 1h30, si ma mémoire est bonne, vous avez remarqué que les commentaires derrière commençaient déjà à largement bouger. Donc qu'on écoute l'original, que nous écoute, au lieu d'écouter les commentaires qui sont faits sur nous, et ça ira mieux. Par l'explication d'Éric Coquerel sur la non-ambiguïté du coup de Jean-Luc Mélenchon sur ces questions? Non, d'ailleurs, ça dépend quelle question. Il n'y a pas de non-ambiguïté sur le fait que, pour nous, la Palestine doit avoir un État, ça je vous le dis. Oui, mais là-dessus, vous n'êtes pas les seuls. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a même une sorte de... On a été quand même les plus vite. Pas sur la question de l'État palestinien, il y a même une sorte de consensus politique en France pour considérer qu'une solution à deux États s'impose. Je voudrais juste faire un tout petit... Non, attendez, je vous arrête. On a été... Non, mais c'est important. Il faut que Guillaume Tabar puisse vous répondre aussi. Oui, mais je vous le dis, puisqu'on débat de ça. On a été les seuls à expliquer... Après, on a été rejoints par d'autres, mais à expliquer dans les forces politiques importantes que le 7 octobre, c'était un crime de guerre abominable, c'était des massacres inexcusables, mais que pour autant, c'était pas une guerre de religion, comme voulait nous y inviter M. Netanyahou, qui après a des traductions extrêmement dangereuses dans les différents pays, et que c'était bien la question d'un conflit colonial, et quand vous dites conflit colonial, ça n'excuse pas toutes les manières de réagir Guillaume par rapport à ça. Tabar vous interpelle. Oui, mais j'explique, nous avons été les seuls, après le 7 octobre, à expliquer ça, mais à ne pas suivre M. Netanyahou dans l'idée d'un choc de civilisation. Ça, oui, mais je crois que c'est nous qui avions raison. Mais je pense, alors, sur cette question précise, je m'autorise un petit détour historique. L'attitude de Jacques Chirac. Bon, Jacques Chirac est resté dans l'histoire pour son refus de la guerre en Irak, et son refus précisément de la guerre des civilisations telle que George Bush voulait incarner. Donc, s'il y a un point sur lequel il n'y a pas d'ambiguïté sur l'attitude de Jacques Chirac, et même vous-même l'avez applaudi à ce moment-là, c'est bien son refus de la guerre en Irak et du refus de la stratégie américaine en riposte. Mais qu'est-ce qui s'est passé après le 11 septembre 2001? Qui fut le premier chef de l'État à se rendre à New York et à survoler les Twin Towers détruites? Ce fut Jacques Chirac. C'est-à-dire que Jacques Chirac, qui n'avait aucune complaisance pour l'attitude américaine, mais lorsqu'il y a eu cet attentat, sa première réaction, c'est de dire « nous sommes aux côtés du peuple américain ». On commence pas par dire « l'attitude des Américains peut-être pouvait expliquer ». Or, les premiers tweets, les premiers communiqués de la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon au soir du 7 octobre a d'abord été pour dire que la dureté de la politique israélienne à l'égard des Palestiniens pouvait expliquer, je ne dis pas justifier, mais pouvait expliquer ce qui se passait. Et je pense fondamentalement qu'il a manqué... C'est intéressant, justement. Mais attendez, je termine d'une phrase. Je pense qu'il a manqué, au soir du 7 octobre, cette réaction initiale de la France Insoumise pour dire on s'indigne d'abord de l'horreur de ce qui s'est passé, et après, on analyse les causes Et politiques. justement, c'est intéressant parce que c'est pas le même conflit. Voilà, c'est pas le même conflit. Le conflit de 2001, des tours, c'est un conflit contre le terrorisme islamiste. D'accord. Qui, là, on aurait fait exactement la même chose. On aurait été du côté des Américains pour dénoncer ce qui se passait par rapport à ça. Le conflit, le 7 octobre, c'est un épisode
qu'on doit dénoncer. Moi, je ne suis pas d'accord avec la manière dont le Hamas a procédé le 7 octobre. Loin de là, nous l'avons dit, nous sommes les premiers à parler de crimes de guerre. Mais par contre, ce n'est pas un conflit religieux, ce n'est pas un affrontement entre un terrorisme islamiste et d'autres. C'est un conflit qui est un conflit colonial et dans lequel, que depuis plusieurs décennies, ceux qui sont les victimes ne sont pas le peuple israélien. Et cette différence-là, elle est fondamentale. C'est bien pourquoi on ne pouvait pas, nous... Parce que M. Netanyahou nous y a engagés, je vous rappelais. Il avait appelé, et même le chef de l'État, M. Macron, a eu le tort au départ de parler, de dire qu'il allait rejoindre la coalition. On nous a appelé une coalition, comme si en face de nous, nous avions Daesh. Il a dit une fois, il ne l'a pas répété. Ce n'est pas le cas, c'est important de le dire. Et je vous fais remarquer que quand M. Villepin a dit la même chose, il s'est fait traiter d'antisémite, comme nous. Guillaume Tabar, et Coquerel, je voudrais qu'on avance. On va parler des municipales dans un instant, et puis de votre spécialité aussi, Monsieur Coquerel, le budget. Je résiste pas simplement. Oui, on bascule. Voilà. Je ne résiste pas simplement je reviens d'un mot sur cet article de nos amis de la Tribune dimanche ce matin qui ont interrogé les grandes personnalités politiques sur votre caractère. Éric Coquerel, il y a vraiment de tout. Manuel Bompard, insoumis comme vous, qui dit « Il est la démonstration que les insoumis ne sont pas la caricature qu'on essaye de faire d'eux ». Sympa. Marc Fesneau, du côté du Modem, c'est un faux doux. Un peu moins sympa. Laurent Wauquiez, le patron des députés Les Républicains, il est totalement trotskiste, c'est-à-dire qu'il est humainement sympathique, mais, je cite, c'est une brute idéologique. Ouais, enfin ça, la brute idéologique, c'est plutôt la définition du stalinisme que du trotskisme dans l'histoire. Mais bon, en l'occurrence, il dit aussi, je donne des couteaux. Humainement sympa, mais brute idéologique. Mais vous souriez, on a enlevé la fin de la phrase. Il vous sourit devant et vous plante un couteau dans le dos. Justement, alors ça, c'est pas trop mon style. Je vais vous faire un aveu. J'ai parlé de ça tout à l'heure avec Philippe Juvin. Vous savez, le rapporteur Les Républicains. Voilà, le budget. Lui disant qu'il envoie le message à M. Wauquiez de la manière dont j'étais et que, évidemment, je ne suis pas quelqu'un qui plante dans le dos. Ça, je peux avoir plein de défauts, mais pas celui-là. Mais c'est parce que M. Wauquiez ne me connaît pas ou peut-être qu'il fait là... il a peut-être une posture un peu politicienne. Non. À qui? À M. Wauquiez? Oui. Non, je le connais. Je n'ai pas spécialement de... Actuellement, ça n'est pas parce que... Mais on peut me critiquer, c'est pas très grave. Hein, mais en tout cas, je me reconnais pas en les coups de couteau dans le dos. Et ceux qui me connaissent savent que je... Mais pardon, on parlait de la gauche il y a quelques minutes. Je voudrais qu'on passe aux travaux pratiques. On a parlé de la présidentielle. Il y a une élection qui arrive bien avant l'élection présidentielle. Ce sont les municipales du mois de mars, avec un premier crash test sans doute pour la gauche, son unité ou pas. Je prends un exemple, c'est l'exemple de Paris, puisque cette semaine, les écologistes, les communistes et les socialistes ont fait alliance derrière le même candidat, Emmanuel Grégoire, qui lui exclut toute alliance avec votre candidate, Monsieur Coquerel, votre candidate à LFI, Sophia Chikirou. Les gauches au municipal sont irréconciliables, Guillaume Tabar. Il n'y aura pas d'alliance, le NFP a explosé. Écoutez, en matière de refus d'alliance à gauche, je pense qu'il faut toujours être prudent, parce que les mêmes qui disent que jamais ils feront d'alliance avec les Insoumis, on l'a vu lors des dernières législatives, le nouveau Front républicain, c'est... le nouveau Front populaire... C'est autre chose, le Front républicain. Au nom du Front républicain, c'est réconcilié rapidement. Il faut quand même pas oublier qu'y compris des gens comme Carole Delga, comme François Hollande, qui voulaient une clarification à l'égard de l'FI, ont accepté d'être candidat avec ce label commun. Donc, vous voyez, ce qui montre bien que les intérêts électoraux parfois l'emportent sur les convictions. Mais il y a une première question et que je voudrais poser à Monsieur Coquerel, puisqu'on parle de Paris. Votre candidate, Sophia Chikirou, a dit dans son interview de déclaration de candidature, c'était dans le Parisien, je crois, que elle ne voulait pas que Paris ait encore un maire socialiste. Donc ma question est simple, je veux dire que entre Rachida Dati, ministre d'Emmanuel Macron, soutenu par la droite, et Emmanuel Grégoire, investi par le Parti socialiste, avec le soutien des communistes et des Verts maintenant, vous préférez qui? Je préfère Sophia Chikirou. Je pense que la phrase, il fallait le comprendre comme ça. Je vous rappelle qu'à New York, on a eu, il y a quelque temps, un outsider total qui a gagné les élections. Bon. Et bien, de la même manière, Sophia Chikirou, quand elle dit que elle ne veut pas d'un maire socialiste, c'est qu'elle veut d'une maire insoumise. Mais allons plus loin. Est-ce que vous ne souhaitez pas faire payer à Paris et ailleurs en France au Parti socialiste le fait de s'être émancipé de la France insoumise? Non. Et justement, c'est intéressant ce que vous avez dit parce que vous avez rappelé quelque chose et il faut le redire. Les premiers à avoir dit qu'il était hors de question de faire une alliance avec nous au premier ou deuxième tour, c'est les socialistes. Ce n'est pas nous. Les gens ont fini par
croire finalement à la propagande socialiste qui dit aujourd'hui, finalement, partout, ils veulent faire la peau des mergots. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Le Parti socialiste, lié d'ailleurs, accompagnant la manière dont il a sauvé le macronisme en ne votant pas l'ascension de M. Bayrou ni de M. Lecornu, a accompagné ça d'un refus d'alliance avec France Insoumise. Et donc, à partir de cela, vous comprendrez bien on est quand même libre de se présenter aux électeurs, vu qu'on est plutôt est-ce que vous assez haut dans les sondages. Même temps que... en tout cas, en cas de deuxième tour, nous on a dit qu'on serait capable de tendre la main si on est en tête à toutes les forces de gauche, sur notre programme bien sûr, face à la droite. Donc ça veut dire qu'on fait quand même encore une différence. Si vous n'êtes pas en tête, si vous n'êtes pas en tête, eux pour l'instant disent. Bon. Mais c'est intéressant. Eux disent pour l'instant pas d'alliance. Je voudrais dire un mot aussi. On a beaucoup parlé de la gauche. Nous avons dit. Éric Coquerel, Guillaume Tabar, on a beaucoup parlé de la gauche. Je voudrais qu'on parle de la candidate de la droite à la mairie de Paris, ministre de la Culture. Vous avez prononcé son nom, Rachida Dati, qui doit comparaître en septembre prochain pour corruption, dont cette semaine une autre affaire menait à des perquisitions à son domicile, à la mairie du 7e arrondissement de Paris qu'elle dirige et au ministère de la Culture. Est-ce que pour vous, ça affaiblit sa candidature ou pas ? Je rappelle que votre candidate à Paris est par ailleurs mise en examen. Ouais, écoutez, j'ai pas l'impression que ça l'affaiblisse. Je vous réponds sincèrement. Je dis pas que... Et vous ne souhaitez pas que ça l'affaiblisse ? Non, mais pas poser cette question. Vous me demandez si ça l'affaiblit. Non, j'ai entendu votre réponse. Aujourd'hui, j'ai l'impression que dans la manière dont elle fait campagne, ça ne l'affaiblit pas, y compris dans les retours qu'elle a. Peut-être simplement parce que une mise en examen, c'est une chose, et une condamnation, une autre. Et que peut-être que les gens se disent ça aussi. Bon. Elle n'est pas condamnée, hein. C'est ce que je suis en train de vous dire. Pardon. Mais donc, le fait que le lecteur fasse quand même une différence entre mise en examen et condamnation, vous vous en réjouissez? Moi, je suis pour qu'on agisse selon ce que la justice décide et non pas selon une mise en examen. Toutes les mises en examen, vous avez remarqué, c'est de plus en plus fréquent quand même. Donc, à partir de là, si une simple mise en examen doit vous mettre hors jeu au niveau politique, je ne suis pas d'accord. Ou alors, il faut que la condamnation vienne tout de suite. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, moi, je réponds très clairement là-dessus. Pour moi, ça ne me met pas hors jeu. Par contre, une condamnation, c'est autre chose. On va parler du budget, c'est votre spécialité, Éric Coquerel. La semaine qui se termine a été marquée par l'échec de la commission mixte paritaire, ce conclave de 7 députés et 7 sénateurs qui n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le vote d'un budget pour 2026. En attendant, le gouvernement a sorti la carte de la loi spéciale qui va reconduire le budget 2025 dans les premiers temps de 2026. Mais la ministre des Comptes publics ne désespère pas de faire voter un budget, j'allais dire en dur, un vrai budget 2026. Elle l'a dit sur ce plateau tout à l'heure, Amélie de Montchalin. Nous rencontrons tout le monde et nous leur disons 2 choses simples. 1. Est-ce qu'on est bien d'accord que notre objectif collectif, c'est qu'entre maintenant et fin janvier, il y a un budget pour la France, un vrai budget, pas un budget service minimum. On va y revenir. La loi spéciale qui est beaucoup débattue, c'est un service minimum. Bon, service minimum, c'est quand il y a grève. Moi, je veux pas qu'on fasse grève du compromis. Donc, 1, est-ce qu'on est bien d'accord qu'entre maintenant et fin janvier, il faut qu'on ait un budget? Et la deuxième chose qu'on dit à tout le monde, et qu'on va dire à chaque acteur politique, c'est que pour qu'il y ait un budget, il faut qu'il y ait un compromis. Pas un compromis sur du blabla, un compromis sur un budget qui permette de répondre aux urgences, de répondre à l'essentiel et de gérer les crises. Mais vous, Guillaume Tabar, vous êtes raison. Parle bien cette question. Vous êtes d'accord avec la ministre des Comptes publics? Il faut à tout prix trouver un vrai budget avant la fin du mois de janvier, puisqu'une loi spéciale, il y a des trous dans cette rustine. Elle a rappelé tout à l'heure, Amélie de Montchalin, pas d'aide d'urgence pour les agriculteurs, plus de MaPrimeRénov', un budget de l'armée qui finalement ne pourra pas être gonflé l'an prochain. Je vois Éric Coquerel qui fait non de la tête, mais je vais vous donner la parole dans un instant. Vous êtes sur quelle ligne? C'est pas tant qu'il faut un budget, c'est qu'il fallait un budget. Et je pense que c'était la responsabilité de tous les acteurs de trouver les conditions d'un budget. Le gouvernement a fait un choix qui était de négocier, j'allais dire en priorité, mais disons plutôt exclusivement, avec le Parti socialiste, en faisant des concessions importantes au Parti socialiste, que ce soit dans le budget de la sécurité sociale, avec la suspension de la réforme des retraites, et on pourra demander à M. Coquerel pourquoi ils n'ont pas voulu les accompagner sur ce point précis, vu vos exigences en matière des retraites. En tout cas, ils l'ont accordé au Parti socialiste, et ils ont laissé aussi, en première lecture, le Parti socialiste charger le budget d'un certain nombre d'impôts que le Sénat avait supprimé, et ce qui explique qu'ensuite on n'a pas pu trouver d'accord entre les deux. Bon. On a un peu le sentiment que le gouvernement, depuis le début, s'en remet au Parlement, dire voilà, puisque nous, on n'a pas de majorité à nous, à vous de vous mettre d'accord. Ça a pu avancer, on a pu dire que le Premier ministre était quelqu'un d'habile.
lorsque le PLFSS, donc le budget de la sécurité sociale, a été voté, on dit, voyez, hein, c'est la preuve que la méthode peut marcher, même si le coût était élevé. On voit que ça ne tient pas jusqu'au bout. Et je pense finalement que ça renvoie à cette autre question, c'est que le but d'un budget est-il juste de trouver un accord, au sens de trouver le nombre de voix suffisant pour le voter, ou est-ce qu'il est quand même de proposer une vraie politique avec des choix budgétaires? Et aujourd'hui, on a un peu le sentiment que Sébastien Lecornu paye d'avoir voulu un accord avec le PS plus que d'avoir voulu imposer une vision des choses qui n'aurait sans doute pas été celle de M. Coquerel, qui n'aurait pas été celle d'autres partis de la gauche, et que cet échec, aujourd'hui, tout le monde le constate. Alors ensuite, comment on en sort, ça c'est une autre question, et on sera heureux d'entendre M. Coquerel savoir sur les solutions d'avenir. Mais en tout cas, sur le constat... Est-ce que cet échec, Éric Coquerel, que décrit Guillaume Tabar, c'est aussi le vôtre? Non, c'est l'échec du gouvernement et de l'exécutif. Vous n'y êtes pour rien. Écoutez, c'est pas nous qui gouvernons. Nous, on a gagné les élections en juillet dernier. Ah si, vous le dites, on est arrivé en tête. Dans n'importe quelle démocratie parlementaire en Europe, la force qui est arrivée en tête, l'exécutif, parce que c'est pas la Ve République, malheureusement, permet autre chose, se tourne vers la force arrivée en tête et au moins lui donne la charge d'essayer de former un gouvernement. Ça n'existe pas une situation où c'est la force qui a le plus perdu, c'est-à-dire le socle gouvernemental de M. Macron, qui se retrouve à gouverner. Donc oui, de ce point de vue-là, je constate qu'en tout cas, et on va être au moins d'accord avec nous, ceux qui ont gouverné, c'est ceux qui avaient vraiment perdu les élections, pour le coup, le plus perdu. Je reviens aujourd'hui. Est-ce qu'il faut un budget, comme le dit Amélie Montchalin, d'ici la fin du mois de janvier? Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Je sais, il y en avait beaucoup. C'est pour ça que j'essaie de les remettre dans l'ordre à un moment. Non, il vaut mieux pas un mauvais budget que pas de budget du tout. Déjà, je vous réponds. Et je suis d'accord du coup avec ce que vous dites. Il faudrait un budget qui réponde aux enjeux du moment, qui sont extrêmement cruciaux. On y viendra peut-être après. Bon. Je pense que pour ça, il aurait fallu que les socialistes votent la censure de M. Lecornu fin septembre et qu'on revienne devant les urnes. Pourquoi? Parce que quand on a une situation bloquée comme ça, et vous savez que nous, on pense que c'est une présidentielle qu'il fallait, parce que c'est par là que tout procède et que la responsabilité va à l'Élysée. Mais quand il y a une situation de blocage, c'est le peuple qui doit décider. Voilà, c'est le peuple qui doit trancher quel cap économique, quel cap budgétaire, quel cap social on prend. Et là, on s'est retrouvé dans une situation absolument impossible. C'est qu'on a un gouvernement qui est arrivé, qui a essayé de nous remettre un budget macroniste comme s'il était majoritaire. Ils n'avaient pas de majoritaire. Ça ne pouvait pas marcher. Alors certes, ils se sont débrouillés sur le PLFSS parce qu'ils ont trouvé une opposition complaisante avec le groupe socialiste pour voter un PLFSS qui quand même coûte 4 milliards d'euros à l'hôpital public, à la santé publique, par rapport à ce qu'il faudrait. Donc, c'est pas un bon résultat. Et là, par contre, le budget de l'État, ça coince, parce que là, la différentielle est plus important. Donc, voilà où on en est. La loi spéciale, juste, là, je voudrais répondre à Amélie de Montchalin. Bien sûr qu'elle va être adoptée. Bien sûr qu'elle va être adoptée. Mais la loi spéciale, c'est un budget. Que vous-même, vous la voterez. On va s'abstenir, oui. Donc, on va faire en sorte qu'elle soit adoptée. Mais la loi spéciale, je suis en train de regarder parce que je vous donne la formule exacte. La loi spéciale, c'est un budget. Les Espagnols, ça fait 3 ans qu'ils gouvernent avec une loi spéciale. Ils ne font pas voter le budget, ils n'y arrivent pas. Que je sache, l'économie espagnole n'est pas en si mauvais état que ça. Parce qu'en gros, elle a juste une croissance 2 fois plus élevée que la nôtre. C'est ce que je vous dis. Et pourtant, ils ont une loi spéciale. Ça fait 3 ans qu'ils gouvernent sans budget. La loi spéciale, c'est simplement qu'on reproduit les recettes et les dépenses indispensables, jugées indispensables, de l'année précédente. Or, ça fait maintenant 1 an que le gouvernement, pour faire pression sur l'Assemblée, de façon à ce que sorte réellement un budget l'année suivante, nous pose, j'allais dire, la vision la plus drastique de la loi spéciale comme une espèce de chantage. Alors, pour répondre à Amélie de Montchalin, et pour vous répondre, rien n'interdit dans la loi spéciale, par exemple, les investissements par rapport aux agriculteurs autres. Ce qui est interdit, c'est ce qui n'a pas été voté. Alors, ce que vous dites, c'est qu'Amélie Montchalin ne dit pas la vérité. Elle présente une version de la loi spéciale. En disant, il n'y aura pas l'augmentation du budget des armées, il n'y aura pas les 10 millions pour les agriculteurs. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, il n'y aura pas les 10 millions. Et il n'y aura pas, on arrête les dossiers MaPrimeRénov' en janvier. Mais non, puisque c'était dans les budgets l'an dernier. Le gouvernement pourrait très bien décider de les appliquer s'il jugeait ça indispensable. C'est donc une vision qui sert à faire en sorte que la loi spéciale serve de chantage pour on accepte au plus vite un budget, même s'il est mauvais. Mais ce qui veut dire que, de votre point de vue, on pourrait tenir l'année 2026 sans forcément revoter un vrai budget? Écoutez, j'ai pas dit qu'on pourrait tenir toute l'année 2026,
mais on ne serait pas forcé d'aller aussi vite que Mme Montchalin veut le faire. Manifestement, elle parle de fin janvier. Donc, elle va essayer de mettre la pression. Alors, ils vont le faire sur la défense. On Il parlera faut préciser de ça qu'il y a une tout à autre l'heure. raison, c'est que les parlementaires sont en vacances fin février et pendant tout le mois de mars Non. Oui. pour les municipales. oui, bon, enfin, bon, donc ça- c'est quand même difficile de Alors, faire voter un budget. D'ailleurs, sur ce point sans précis, séance député. extraordinaire, ça serait sur ce point précis, c'est vrai que c'est une coutume qu'à l'approche d'une élection, il y ait une mise en vacances du Parlement, mais ça n'est pas inscrit ni dans la Constitution, ni même dans... Voilà. Est-ce que vous, si jamais le gouvernement disait, écoutez, vous n'avez pas voulu Moi, j'ai aucun voter, problème. très bien, on va Aucun. continuer à discuter, vous, ça ne vous pose pas de J'ai problème aucun problème. que l'Assemblée siège en février, en mars? En février, en tout cas, oui, j'ai aucun problème. Peut-être Ouais, février, qu'à un c'est moment pas les donné, il faut vacances s'arrêter. parlementaires. Mars. Comment J'ai aucun. Non, mais il y a un moment donné. Dites, on siégera le temps qu'il faut. Quoi. Sur 2-3 semaines en mars, ça te semble compliqué en pleine période municipale, de temps qu'il y a des députés qui sont candidats, etc. Mais je veux dire qu'on siège, y compris on siège sur les vacances parlementaires et qu'on décide une séance extraordinaire sur le budget. Moi, ça ne me pose pas de problème, ça ne me choque pas. Voilà. Donc, je vous réponds par rapport à ça. Mais je vais vous dire comment ça va terminer. Ça va terminer avec le fait que le gouvernement va essayer de s'en sortir comme M. Bayrou, c'est-à-dire essayer de faire un 49-3 cette fois-ci, avec un compromis préalable. M. Faure, l'autre jour, dans Libération, a expliqué que sans compromis préalable, c'était la censure. J'ai compris que donc, avec un compromis préalable, ce n'était pas la censure. Et je pense qu'il va essayer de donner quelques miettes au Parti socialiste. Je pense qu'ils vont essayer de s'en sortir comme ça. Et je pense que ça ne réglera pas les problèmes du pays. Mais ces miettes en question, par exemple, en vue d'obtenir, enfin en vue même d'obtenir le budget qui finalement n'a pas été conclu dans le cadre de la CMP de vendredi, le PS réclamait 10 milliards d'impôts supplémentaires et aussi 10 milliards de dépenses supplémentaires. S'il avait obtenu ça, vous auriez dit bravo. Il ne l'aurait pas obtenu. Il l'aurait pas obtenu. Ah, Vous savez vous très avez bien pourquoi. Avant de négocier, forcément. Mais non, mais il les aurait pas obtenus parce que le gouvernement avait d'ores et déjà dit qu'il était hors de question de revenir. Les 10 milliards, par exemple, de dépenses en moins, c'est simple. C'est la façon dont vont être rabotés tous les ministères, hors ministère de la Défense et de la Sécurité. C'est à peu près 10 milliards. Bon, le gouvernement, ça voulait dire que... ça, c'était la solution de Philippe Juvin, qui avait proposé effectivement un coup de rabot général. Oui, mais le gouvernement, pour l'instant, veut faire payer la baisse du déficit principalement soit sur les Français, par exemple, en n'indexant pas le barème d'impôt sur le revenu, soit sur les Français d'une autre manière, c'est-à-dire en baissant les ministères, travail, économie, écologie, etc. Bon, ça, je dois dire que c'est pas le compromis qu'il imagine. Donc, il va très certainement essayer de trouver un compromis qui sera bien moins disant par rapport pour ce que disent les socialistes, et mieux disons pour lui. Et je crains malheureusement qu'il y ait, je dis je crains, parce que ça va nous donner un budget qui ne correspond pas aux besoins du pays, et ça c'est absolument dramatique. Puisqu'on parle du budget, l'annonce du jour faite il y a quelques heures par Emmanuel Macron qui concerne le budget de la défense, le Charles de Gaulle, pas le président, le porte-avions aura bien un petit frère, ou plutôt un successeur lorsqu'il devra rentrer en rade en 2038. Emmanuel Macron l'a expliqué aujourd'hui. À l'heure des prédateurs, nous devons être forts pour être craints, et en particulier forts sur les mers. J'ai décidé de doter la France d'un nouveau porte-avions. La décision de lancer en réalisation ce très grand programme a été prise cette semaine. Ce nouveau porte-avions sera l'illustration de la puissance de notre nation, puissance de l'industrie, de la technique, puissance au service de la liberté sur les mers et dans les remous du temps. Est-ce que la France a raison de maintenir sa présence en mer avec un nouveau porte-avions, Guillaume Tabar ? 12 milliards. Oui, 12 milliards, mais tout comme la France a raison globalement d'augmenter, en tout cas de vouloir augmenter ses moyens pour la défense. C'est une évidence qu'on est dans un monde qui a gagné en dangerosité. Les menaces sont tout ordre. Alors Emmanuel Macron met en avant en ce moment la menace russe, mais il y a aussi la menace du terrorisme, la menace quand même de plus globale d'une déstabilisation du monde. Donc oui, et ne serait-ce que pour mettre à jour aussi les équipements et les personnels de l'armée, il y a besoin de ces équipements. Et ça, c'est un point quand même sur lequel vous pourriez peut-être donner raison au gouvernement, c'est que si on voulait respecter cette fameuse loi de programmation militaire et la rallonge que Emmanuel Macron avait décidé, avait annoncé en tout cas en juillet dernier, il y a besoin de ces moyens budgétaires. Et d'ailleurs, lorsque le gouvernement a organisé un débat à l'Assemblée, en application du fameux article 50-1 de la Constitution sur la défense, et en demandant aux parlementaires de voter pour dire, vous dites tous qu'il faut un effort de budget pour la défense, et ce que vous dites, oui, il faut augmenter les moyens budgétaires. Je crois que la France Insoumise est le seul groupe, peut-être avec les communistes, je ne sais pas, mais en tout cas le seul groupe qui n'a pas voulu
voter cela. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que vous estimez qu'il ne faut pas accorder à la défense ces crédits dont elle a besoin? Alors, pour 2 raisons. Déjà, le porte-avions, juste, je note que le porte-avions, il est prévu dans la loi de programmation militaire. Donc, Emmanuel Macron a quand même le chic d'annoncer des choses qui sont déjà prévues et qui ont déjà été adoptées par le Parlement. Bon, ça, c'est un détail. Écoutez, pour une bonne raison, c'est qu'on pense qu'on ne devait pas partir de l'outillage, mais on devait partir de la stratégie dans le débat sur les moyens militaires. Quelle stratégie on a? Voilà. Par exemple, il y a celle qu'a donnée le général Mandon. Je pense que c'était pas à lui de le faire du tout, mais qui est l'idée de dire, bon, on a un adversaire, c'est lui qui le cible, la Russie, on doit être capable de, quelque part, se préparer à affronter cet adversaire. C'est un peu ça, y compris en sacrifiant nos enfants. Bien, c'est une vision. Il y a une autre vision. Moi, je pense que la France doit être au service de la paix et ne doit pas embrayer dans l'espèce d'atmosphère qu'on a actuellement, où on a l'impression que c'est pas très grave si on parle d'une guerre qui se prépare. Il faut aller vers l'ascendant. J'entends ce que vous dites sur la France doit se mettre au service de la paix. Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'il faut qu'elle se passe? Ça veut dire qu'elle doit se donner de porte-avions, et que c'est une dépense qui pour vous n'a pas de sens. Ça doit se donner. Dis-moi, la France doit se donner tous les moyens de défendre son territoire, y compris celui-ci. C'est très clair. Son territoire. Je vous fais remarquer que son territoire, c'est pas seulement la France métropolitaine, mais qu'on est présent sur toutes les mers du monde, avec notamment les départements et les territoires d'outre-mer. Donc la France doit être capable de défendre son territoire. Et elle doit être capable, sinon, d'avoir une force au service du droit international et de la paix, y compris pour des forces d'interposition de l'ONU quand c'est nécessaire. Par contre, embrayer derrière l'idée que dans le climat que nous sommes, qui me fait penser, et quand je vous dis ça, écoutez bien la gravité des choses, à ce que nous avons connu avant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire une espèce de course-poursuite en avant des principales puissances économico-politiques qui se font déjà une guerre commerciale et qui menacent aujourd'hui d'aller plus loin sur des guerres militaires, à commencer par des guerres par rapport à ce qu'ils estiment être leur jardin voisin, la Russie avec les pays de l'Est, les États-Unis maintenant avec l'Amérique latine, etc. Je pense que la France ne doit pas embrayer là-dessus. Bon, ça, c'est une première raison. Et donc, quelle stratégie on a? À partir de la stratégie, on définit les besoins militaires. Et puis, il y a une deuxième raison pour laquelle on a voté contre. Alors là, il y a une chose qui n'est pas acceptable. C'est d'imaginer qu'on met 7 milliards de plus pour l'armée sur le dos de tous les autres ministères, et notamment l'environnement, qui me semble être une urgence vitale, au moins aussi importante que pour la situation à venir que celle de la défense. Oui, vous dites qu'il faut d'abord rechercher la paix. Genre que personne ne dit qu'il faut à tout prix vouloir la guerre, mais jusqu'où entendez-vous cette priorité accordée à la paix? Souvent dans l'histoire, lorsque l'on a parlé de la paix à tout prix, ça n'a pas souvent été glorieux pour ceux qui le réclamaient. On peut bien sûr parler du précédent du monde d'avant la Seconde Guerre mondiale, où ceux qui étaient pacifistes n'ont peut-être pas donné les moyens à la France, mais aussi à l'Europe de s'armer face à la menace allemande. Ensuite, pendant la guerre froide, lorsque le Parti communiste disait la paix à tout prix et manifestait contre les armées américaines ou contre les... Bon, c'était pour dire, en gros, la paix à tout prix, ça veut dire on ne se défend pas face à la Russie soviétique. Aujourd'hui, la paix à tout prix, ça veut dire quoi dans votre esprit? Et en particulier, est-ce que vous considérez qu'il y a aujourd'hui une menace russe contre l'Europe, donc contre la France? Et est-ce qu'il faut ou non se donner les moyens d'affronter, j'allais dire lucidement, en tout cas concrètement, à cette menace russe? Alors l'analogie avant la Deuxième Guerre mondiale, elle me semble un peu spéciale, parce que ceux qui ont plutôt choisi de dire plutôt Hitler que le Front populaire, c'est pas à gauche. J'ai pas dit que c'était vous. D'accord. Je dis que le discours pacifiste à tout prix, bien sûr, peut être dangereux. Mais d'accord, mais c'est pas ce qui a été fait. Ceux qui ont été combattre la guerre d'Espagne parce qu'ils pensaient que c'était là le premier front. C'est pas tous les communistes. On va non, mais pas l'histoire. Mais je pense que c'est pas l'analogie est pas bonne. Ben, sur la suite, la question n'est pas là. Alors je vous le dis très clairement. Je pense que nous avons pointé tout de suite. Je pense qu'on est les premiers à sortir un communiqué contre l'agression russe en Ukraine. Voilà, parce qu'on ne règle pas des questions, y compris de frontières, par l'invasion de son voisin, quel que ce soit en Ukraine ou que ce soit à Gaza. Voilà, on le règle pas comme ça. Donc nous on n'a aucune, tolérance par rapport à la politique de Monsieur Poutine. Maintenant, est-ce que Monsieur Poutine aujourd'hui, par exemple, c'est une vraie question, menace d'arriver à Paris? Je ne le crois pas. Je ne crois pas que ce soit les objectifs russes. Est-ce qu'il menace
un certain nombre d'intérêts vitaux de l'Europe. Il menace manifestement la paix et les frontières en Europe de l'Est. Et donc, pour cette raison, il faut avoir, une réaction proportionnelle. La réaction proportionnelle, c'est par exemple, effectivement, de donner des armes aux Ukrainiens. Pas de problème, des armes au moins défensives. Est-ce que c'est d'aller se battre en Ukraine? Je ne crois pas, parce que là, on met le doigt sur un conflit international, sur une puissance nucléaire qui va se battre contre une autre puissance nucléaire. Et puis, je pense que ce qu'a fait M. Trump, c'est-à-dire montrer qu'il y avait peut-être une issue pas diplomatique, je pense que nous, on aurait dû continuer à être ceux qui parlons aux deux puissances de façon à être une possibilité diplomatique. Parce Vous que êtes en train de je ne vois Donald pas d'autre. Trump. Comment? Vous êtes en train de saluer le rôle de Donald Trump. En tout cas, ce que je constate, c'est que lui peut aujourd'hui être celui qui est capable d'une situation de négocier. Ce que nous, on ne fait pas. On ne fait pas parce qu'on s'est mis dans une situation où, j'allais dire, à partir de là, on était très clairement, quasiment déjà en guerre avec la Russie. Je ne pense que c'est pas notre intérêt pour une bonne raison. C'est que moi, c'est par la diplomatie et la paix qu'on doit pouvoir s'en sortir dans cette région du monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les Russes faire, mais ça veut dire que embrayer derrière quelque chose qui, à la fin, pourrait entraîner un cataclysme mondial et international, là, je ne suis pas d'accord. Guillaume Tabar, je voudrais vous entendre. Le porte-parole du Kremlin disait la nuit dernière que Vladimir Poutine était prêt à entamer un dialogue avec Emmanuel Macron, qui avait tendu la main au Kremlin vendredi. Est-ce que vous estimez-vous que l'heure est venue de parler à nouveau à Poutine ou absolument pas? Je pense que l'heure a toujours été à parler aux dirigeants d'un pays, même en cas de situation de guerre et de belligérance. Après, la question, c'est pas est-ce qu'il faut ou non parler à Poutine, c'est est-ce qu'il faut ou non accepter l'état de fait provoqué par Vladimir Poutine. Face à l'Ukraine, il y a une question concrète aujourd'hui, c'est est-ce que la paix peut-elle être obtenue ou non au prix de concessions territoriales? C'est par exemple ce que propose le plan américain. Est-ce que vous, par exemple, non, dites oui, il faut des concessions territoriales? On dit très clairement une chose, c'est les peuples qui doivent trancher. On a un problème de principe. Après, on voit comment on y arrive. Mais par exemple, les plans de paix américains qui sont imposés à l'Ukraine sans que les Ukrainiens, qui devraient d'ailleurs revoter, parce que je vous rappelle que là aussi, il y a un problème d'un moment donné de légitimité, mais que ce soit les Ukrainiens qui votent pour un plan de paix, y compris dans les régions aujourd'hui que la Russie veut annexer, que M. Trump est d'accord. Je pense que la règle numéro 1, c'est ça, c'est que c'est les peuples qui s'autodéterminent. Mais donc l'ensemble du peuple ukrainien ou les populations concernées des territoires réclamés par Je pense que rien ne devrait se faire sans référendum. Et nous l'avons toujours exigé. Messieurs, je voudrais qu'on dise un mot et même un petit peu plus de deux actualités qui se déroulent en ce moment en France. La première, c'est la mobilisation des agriculteurs. Je voudrais vous montrer une image que vous avez peut-être déjà vue cette semaine. Ça s'est passé en Corrèze, des agriculteurs qui bloquent un axe routier, qui sont délogés par les forces de l'ordre et qui, à cet instant, posent un genou à terre. Vous nous direz ce que vous en pensez, si vous voulez bien, dans un instant. On regarde d'abord. Et les gars, nous on n'ira pas à l'affrontement. Alors nous, on va se mettre aujourd'hui un genou à terre. Et on va vous chanter la Marseillaise. Parce que nous on est fiers de notre pays. On est fiers de notre France. On est fiers de notre gendarmerie. On est fiers de notre police. Et on est fiers de nos agriculteurs et de notre agriculture. Alors les genoux à terre. Qui entame ensuite la Marseillaise. Ça vous a touché, Guillaume Tabar? C'est une image effectivement qui est rare. Et qui, je pense, souligne que le combat mené par les agriculteurs, je pense, est perçu par une grande partie de la population comme étant un combat pour leur survie, mais non quelque part pour la survie de l'ensemble du pays. Je pense que les intérêts des agriculteurs ne sont pas uniquement des intérêts catégoriels. Et là, on va peut-être dire un mot avec le Mercosur en disant, attendez, il y a plus à gagner avec les accords industriels, donc on peut sacrifier les éleveurs. Moi, je pense l'inverse. Je pense que ce qui est en jeu dans ce que défendent aujourd'hui les éleveurs, c'est plus que leurs intérêts à eux. C'est les intérêts vitaux. Il ne faut quand même pas oublier que c'est quand même une profession, on en avait parlé, où les taux de suicide sont très élevés. Et que ce qui se passe pour eux, que ce soit face au virus lui-même ou face au Mercosur, c'est quelque chose qui est vital pour eux. Et que quand on prend tous les mouvements sociaux, pour faire on se rend compte que les mouvements des agriculteurs sont ceux qui suscitent le soutien le plus large de la population française. De mon point de vue, ça veut dire quelque chose et il faut en tenir compte. Éric Coquerel, vous auriez pu faire ça.
poser un genou à terre devant la police pour la remercier? Ils mettent un genou à terre aussi pour manifestement empêcher que, tout en disant que les policiers ne sont pas leurs adversaires, mais empêcher que le barrage soit dissous. Donc, C'est pas un geste moi, ça m'est agressif, arrivé de ouais. remercier la police. Hein, Ouais, il n'y après, avait pas de problème avec ça. bah non, après Charlie Hebdo, après le Bataclan, bien évidemment. Et de manière globale, quand les C'est bien de policiers l'entendre. sont dans... Comment? C'est bien de l'entendre. Bien sûr, mais on n'a jamais dit, on n'a Ah oui. jamais dit qu'on était contre la police. Ça, c'est la légende. Nous sommes contre la manière dont on utilise la police de manière de plus en plus répressive dans ce pays. C'est un autre problème et de Oui. plus en Ah plus non, ça problématique. vient, c'est le fameux slogan « La police tue », qui a été employé à plusieurs reprises Bah, par c'est le les fait- élus de la France oui. Insoumise. Ça veut dire que, de toute façon, la police tue, c'est une évidence. La police peut tuer. La question, Ouais. c'est C'est pas la même le chose. fait La que police de- tue, la ouais, police c'est- peut tuer. La nuance est... Non, mais c'est pas ça. Le fait que la police tue, c'est un fait. Si vous voulez, on va repartir là-dessus, mais la police tue, c'est un fait. Après, toute la question, c'est l'illégitimité pour la police de, à un moment donné, servir ses armes, y compris de manière létale. Et vous savez que nous la posons, et elle se pose même malheureusement statistiquement depuis la loi de 2017 sur le fait de pouvoir utiliser son arme quand quelqu'un n'accepte pas de s'arrêter quand la police lui ordonne. Bon, malheureusement, ça a provoqué, on le sait, des drames. Donc là, par rapport à ça, oui. Ou par exemple, ce qu'on constate souvent, tous les jours, dans nos quartiers populaires, et souvent face aussi aux manifestants, je pense notamment à Sainte-Soline, où manifestement il s'est passé des choses qui sont des problématiques de violence policière structurelles. Mais c'est plus la manière dont le gouvernement les utilise. Nous, on l'a toujours dit, on l'a toujours contesté. Mais là, je crois que c'était pas là la question. Je voudrais revenir aux agriculteurs, sinon on va pas le temps d'en parler. Les agriculteurs, les éleveurs, nous les soutenons depuis juillet dernier. On a écrit à la ministre depuis ce qui s'est passé en Savoie, c'est-à-dire le premier troupeau qui a été abattu totalement suite à cette contagion. Et nous pensons que là, leur double action, c'est-à-dire à la fois pour demander des solutions alternatives plutôt que cette façon barbare, et contrairement à ce qu'on dit, pas forcément qui ne recueille pas tous les accords de tous les scientifiques sur le fait d'abattre totalement un troupeau, plus le Mercosur. Nous pensons que ces deux combats, ils ont raison, et c'est pour ça qu'on les soutient. Guillaume Tabar, une partie des blocages a été levée ces dernières heures, même s'il en reste, notamment dans le sud-ouest. La patronne de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dit report oui, mais j'ai déjà une nouvelle date de signature le 12 janvier prochain. Est-ce que les agriculteurs se sont fait avoir? Écoutez, le report de la signature est une bonne chose, en tout cas du point de vue des agriculteurs. Mais lorsque on a appris, c'était jeudi je crois, que un certain nombre de pays européens, dont l'Italie, on va peut-être y revenir aussi, alliés de la France dans ce combat-là, ont obtenu de Mme von der Leyen qu'elle reporte son déplacement, tout le monde savait bien que ça n'était qu'un sursis, ça n'était pas une victoire. Bon. Mais ça montrait bien quand même que la Commission européenne a bien dû admettre que les États membres, et comme pas bien que l'Union européenne, c'est avant tout comme une somme d'États membres avant d'être un organisme fédéral, avaient bien conscience qu'il y avait un problème. Bon. L'ironie des choses, c'est que pour remporter cette petite victoire, en tout cas ce sursis, Emmanuel Macron a pu compter sur deux pays notamment, ou principalement, la Hongrie de Viktor Orban et l'Italie de Giorgia Meloni. Et c'est quand même assez piquant, si j'ose dire, que des pays que la France montrait du doigt, en disant attention, pays illibéraux d'un côté, le retour du fascisme de l'autre en Italie, c'est quand même ces deux pays-là qu'on était bien content de trouver pour faire bloc face à la Commission et à l'Allemagne notamment, qui poussait Mme von der Leyen à signer rapidement ce traité. Merci Giorgia Meloni, Éric Coquerel. D'abord, moi, ce qui m'inquiète, c'est que si Giorgia Meloni se retrouve dans une position de force, c'est parce que son discours ne varie pas. Et celui de Emmanuel Macron, il varie beaucoup. Parce que je vous rappelle qu'il y a quelques semaines... C'est pas ma question. Oui, mais c'est celle à laquelle j'ai envie de vous répondre. Ouais. Parce que c'est là-dessus que moi, je peux éventuellement faire quelque chose en tant que parlementaire français. Mélanie, je n'ai pas d'action sur elle. Bon. Mais vous avez le droit ce de que dire merci Mélanie quand même. Non, comptez pas sur moi pour dire merci Mélanie, et vous le savez très bien. Bon, donc, merci l'Italie, c'est autre chose. Donc, à un moment donné, M. Macron, il y a quelques semaines, était tout prêt de signer l'accord du Mercosur. Il avait fait un communiqué, etc. Puis après, vous savez qu'il y a eu les mobilisations. Il y a aussi le fait que le Parlement français, sur une niche proposée par le groupe France Insoumise, à l'unanimité,
a voté pour qu'il n'y ait pas le vote du Mercosur. Bien. Et là, maintenant, ce que je l'entends, c'est que ça reporte à janvier. Et il commence à dire qu'en gros, c'est pas du tout sûr qu'il vote contre. Donc moi, je suis très inquiet. C'est-à-dire que manifestement, ça flotte du côté de l'Élysée, alors que la question démocratique, mais aussi la question économique, devrait faire en sorte qu'il n'ait qu'une position. C'est le fait que la France votera contre. Je et ne reviens pas sur l'Italie, commencer Éric Coquerel. à aménager les On choses. a compris que vous ne direz pas merci Mélanie, on comprend pourquoi, mais est-ce que vous considérez que quelque part, c'est elle qui a appelé Lula pour obtenir Oui, mais enfin, c'est le quand report même de vote? Est-ce que vous d'accord. considérez que son poids politique aujourd'hui en Europe est tel que ça en fait Non, la patronne ou l'une des patronnes de Et ce qui l'Europe? est dramatique, c'est que le poids de notre poids est à peu près proportionnel au poids d'Emmanuel Macron, qui est complètement dévalorisé parce qu'on sait bien qu'il n'a plus de majorité en France, qui Alors est dévalorisé que Mélanie parce est au pouvoir qu'il depuis fait 3 du ans en et même qu'elle a temps. mis fin Laissez-moi à finir. l'instabilité. Il fait du en même temps au niveau international. Un jour il dit une chose, l'autre jour il dit l'inverse, et que ça, effectivement, moi ça fait mal à mon pays, parce que je vous rappelle que la France est une puissance économique bien plus importante que l'Italie en Europe, beaucoup plus importante. Donc il y a toutes les raisons pour qu'on ait un Guillaume poids Tabar. supérieur, et c'est la même chose. Toujours la même chose depuis maintenant des décennies, c'est que ce n'est pas le cas et que la France, en général, finalement cède à des intérêts qui ne sont pas les siens. Guillaume Tabar, Donc, j'espère sur que Giorgia Emmanuel Macron ne va Meloni, pas le faire. est-ce Si Emmanuel qu'effectivement, Macron elle est en le train fait, je Ouais. vous l'annonce à Ensuite, il l'avance. faut que Guillaume Tabar Si puisse Emmanuel répondre. Macron le fait, nous déposerons immédiatement une motion de censure, voire ressortirons une motion S'il de le fait, destitution. s'il ratifie l'accord. s'il Oui, vote oui, l'accord oui, du absolument. Mercosur. Et pour l'instant, Sur Giorgia oui. Meloni, Guillaume Tabar, est-ce qu'effectivement elle est en train de prendre un poids politique du fait de sa stabilité en Italie? Ça fait 3 ans qu'elle est là maintenant, du fait qu'elle joue le rapport de force. Mais et qu'elle- ce poids, elle l'a acquis depuis 3 ans. C'est-à-dire que on aurait tort de dire, en gros, il y avait une abominable Mélanie qui a été élue. Il faut quand même relire aussi et revoir la une de plusieurs journaux au lendemain de son élection. On était effectivement en octobre 2022. Oui. En gros, ça y est, c'était le retour du fascisme en C'est Italie. ses origines politiques quand même. Mais- D'ailleurs, c'est pas, personne n'a inventé que Mme Mélanie était à l'extrême droite. Non, mais attendez, si on veut faire la traçabilité des partis, il y a un certain nombre de partis, y compris celui auquel vous appartenez, on pourrait faire une traçabilité qui ne serait pas forcément Vous aurez à la, du mal de à la chercher gloire à du l'extrême parti. droite. Non, mais on peut Merci. dans les liens avec le communisme, oui, il y en a eu. Je veux dire que, oui. Et vous-même revendiez l'étiquette de Pour vous, le trotskiste. communisme, c'est l'extrême droite? Mais non, d'accord, Non, ok. je crois qu'il n'y a pas de doute. Non, Nous là-dessus. sommes dans une même continuité historique. oui. Et Madame Mélanie, je dis simplement la crainte. Je et dis je juste pense que la que la crainte. continuité communiste Voilà. ne me paraît pas non plus un Et- brevet de Voilà. démocratie. Et méfions-nous quand même dont sur on le puisse- fait de qu'on lever puisse les revendiquer. inquiétudes, parce Oui. que je pense Bon. que Mme Mélanie est encore très fidèle à ses idées Mais- d'origine. Mais là-dessus. on voit une dirigeante politique qui d'abord a mené une politique économique en accord aussi avec l'ensemble des milieux des entreprises italiennes, qu'elle respecte pleinement l'état de droit. Et que voilà, et que lorsque l'on veut enfermer les gens dans des étiquettes, en disant sous prétexte que il y a 40 ans, un parti a eu une politique d'étiquette, ceux que l'on peut rattacher historiquement à cela sont forcément dépendants de cela. Je pense que c'est un faux procès. Une fois encore, je ne pense pas qu'un communiste français aujourd'hui soit forcément un stalinien. Pourtant, il porte encore l'étiquette Non, mais je vois, Monsieur communiste. Tabar, Oui. je vais vous répondre très clairement, parce que si on faisait un parallèle entre ce que vous êtes en train de dire et la situation française, ça pourrait être de dire, bon, le Rassemblement national, c'était le Front national il y a quelques décennies, il faut peut-être pas lui faire un procès à l'avenir. Je dis que ça reste l'extrême droite, comme le parti de Madame Mélanie. Je pense effectivement Et que le Rassemblement national d'aujourd'hui n'est pas le Front Voilà, national voilà. de 1972 de Jean-Marie Le Pen. Voilà, C'est bien une moi je évidence, pense oui. que ça reste l'extrême droite et que ça doit être Oui, mais un combat toujours aussi maintenu pour empêcher de faire en sorte qu'ils Oui, mais prennent le pouvoir. on peut être dans la posture en disant un parti reste C'est pas la posture. ça. Je regarde leur programme, si. qui reste Oui. un programme raciste, xénophobe, qui s'appuie sur. Ça, c'est vous qui le dites, et c'est le débat Ah ben non, politique. c'est mais je veux dire c'est que, sans oui. arrêt ce qu'ils mettent sur la table. Alors le seul problème, vous avez raison, Oui. c'est que maintenant, comme on a une droite républicaine qui a tendance à aller Non, passer mais à non. droite, à se mettre Mais- à droite du RN sur ces Oui. questions-là, on se dit finalement, il y a une différence. Mais ça, c'est un drame. Ça montre Oui, mais- qu'il y a une extrême droitisation d'une partie du personnel politique français, comme partout dans le monde, qui m'inquiète beaucoup. Non, mais- Et j'attends de voir ce que Madame Mélodie. Oui. Vous parlez Mais- au niveau de l'état de droit, c'est pas forcément ce qui se dit en Italie sur plein de si. questions. Bon, enfin, Ouais. bon. Bon, non mais après le débat politique est légitime. Vous êtes un acteur politique, moi je suis un journaliste, donc je ne suis pas avec vous dans une confrontation d'ordre politique. Vous avez le droit bien sûr de combattre le Rassemblement national, c'est votre bon. Mais Merci. non mais bon, et je ne suis pas là non plus pour être son avocat, mais je ne vois pas dans les propos et l'attitude et l'action de ces dernières années de Marine Le Pen la moindre trace d'antisémitisme.
Oui. Vous voyez pas la moindre trace de racisme par rapport à ça? Et je rappelle, par exemple, que lors de la fameuse manifestation contre l'antisémitisme consécutive aux attentats du 7 octobre, Marine Le Pen était présente à cette manifestation, que Jean-Luc Mélenchon et Il vous-même... faudrait que vous n'y étiez regardiez pas. un peu plus attentivement les amendements que présente l'extrême droite à l'Assemblée nationale pour voir qu'on est, on est plus proche de Trump et de l'extrême droite que d'un parti démocratique. Par exemple, quand il y a des amendements qui présentent l'idée que toute la recherche publique désormais devrait se faire uniquement sur les sciences fondamentales et non plus sur les sciences humaines, ça rappelle quand même quelque chose. Et c'est pas les seuls amendements qu'on présente de ce type-là. Donc je vous dis que tant vis-à-vis notamment... Alors c'est vrai que ils ont surtout focalisé leur racisme sur une religion, l'islam notamment, et c'est dommage que la droite républicaine les suive là-dessus, mais les caractéristiques même de ce qui fait un parti extrême droite en tant que vision autoritaire, en tant que vision raciste des choses, je ne pense pas qu'il y ait un gros changement par rapport au Front National de ce point de vue-là. Et ce sera le mot de la fin ce soir. Et le changement, c'est l'attitude de la droite démocratique, y compris de journaux comme Le Figaro, par rapport à une extrême droite qui les banalise. Vous voulez répondre, Guillaume Tabar? Il n'y a pas besoin de répondre. Bon, non, mais je veux dire que... Alors, je vois l'évolution. Vous-même, qui passez on votre s'arrête temps... alors, si vous voulez pas répondre, on vous s'arrête. qui passez votre temps à dénoncer les caricatures qui sont faites de vous, n'en faites pas sur les autres. Pas de caricature. Éric Coquerel, Guillaume Tabar, merci beaucoup à tous les deux. J'ai oublié de vous poser une question fondamentale. Tout à l'heure, on parlait du successeur du porte-avions Charles de Gaulle. Comment on l'appelle, Éric Coquerel? Le Mélenchon? Le Macron? Écoutez, on verra déjà s'il doit être fait. C'est peut-être aussi la question à se poser. Je ne suis pas spécialiste militaire. C'était sur le nom que je vous interrogeais, pas sur... Non, je ne sais pas. Guillaume Tabar, vous avez une idée? Écoutez, pour être franc, j'y ai pas pensé. Moi, je puiserais plutôt dans des figures. Et je ne sais pas si on peut appeler un porte-avions le Richelieu. C'est peut-être un... Ça vous irait, le Richelieu? Je préfère quand même... Je préfère le Jean Jaurès. Le Jaurès sur ma gauche, le Richelieu sur ma droite. Je ne suis pas sûr que Jean Jaurès aurait aimé que son nom soit collé à celui d'un porte-avions. Tant qu'à faire comme figure, je préfère du côté de la République. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir sur ce plateau. Un rendez-vous à vous signaler à présent.